Chef, la fille est toujours en vie. Le garçon en haillons murmura ces mots au plus puissant chef de la mafia de Chicago. Ce qu'il révéla ensuite allait changer la vie de cet homme pour toujours. On disait que Conrad Ashford n'avait aucune faiblesse, qu'il dirigeait un empire clandestin valant des centaines de millions de dollars. Un seul de ses regards pouvait réduire une pièce entière au silence. Les autres chefs baissaient la tête à la simple mention de son nom. Mais chaque nuit, quand Chicago s'endormait, cet homme puissant s'asseyait seul dans son jardin sombre. Il tenait un vieil ours en peluche usée. Il murmurait à la photographie de sa fille décédée et il pleurait. 3 ans, 1095 nuits. 1095 pages de journal écrites à quelqu'un qui n'était plus de ce monde. Jusqu'à ce qu'une nuit, un garçon des rues apparaisse. Dans sa main, il tenait une photographie floue. Sur la photo, il y avait une petite fille aux yeux gris, le même regard que Conrad avait enterré avec son cœur il y a 3 ans. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » Sa voix tremblait. « Votre fille n'est pas morte, chef. » Le garçon regarda droit dans les yeux du patron. « Je l'ai rencontré. » Et à partir de ce moment, le chef de la mafia le plus froid de Chicago fit face au choix le plus difficile de sa vie. Continuer à protéger son cœur endurci, ou risquer de le briser une fois de plus pour une fragile lueur d'espoir. Si vous voulez savoir si ce chef de la mafia a un jour retrouvé sa fille, aimez cette vidéo pour nous soutenir et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Le garçon avait à peine terminé sa dernière phrase que ses yeux bruns brillèrent comme la lumière des étoiles. Puis il se retourna et fonça vers la clôture. Conrad n'eut même pas le temps de réagir. Cette petite silhouette avait déjà escaladé les barreaux de fer avec l'agilité rapide et fluide d'un chat sauvage et avait disparu dans l'obscurité épaisse et suffocante. Il voulut le poursuivre, mais ses jambes semblaient clouées au sol. Le temps qu'il réussisse à faire quelques pas vers la clôture, il ne restait plus que le bruit du vent dans la cime des arbres et un silence si lourd qu'il lui oppressait la poitrine. Le garçon s'était dissous dans les ténèbres comme s'il n'avait jamais existé. Conrad se tenait seul dans le jardin, respirant difficilement, son cœur battant follement dans sa cage thoracique. Sa main était toujours serrée autour de l'enveloppe que le garçon lui avait glissée avant de s'enfuir. Il baissa les yeux, ses doigts tremblants, alors qu'il ouvrait le rabat. À l'intérieur se trouvait une petite photographie, au coin corné par le temps, et un bout de papier déchiré à la hâte portant une ligne de gribouillis maladroit au crayon. Conrad approcha la photographie de ses yeux. La pâle lumière de la lune était juste assez forte pour qu'il puisse distinguer le visage sur la photo. Une petite fille d'environ 7 ou 8 ans avec des cheveux noirs légèrement bouclés. Ses yeux familiers fixaient directement l'appareil photo, directement dans son âme. Le cœur de Conrad sembla se serrer dans sa poitrine. Il avait vu ses yeux 1 000 000 de fois sur des photographies, avait pleuré pour eux pendant 3 ans, leur avait murmuré chaque nuit quand le monde entier s'était endormi. Mais ce n'était pas la vieille photographie qu'il avait gardée. Celle-ci était plus récente. La fille sur la photo était plus âgée. Il lut les mots sur le bout de papier. L'écriture ressemblait à celle d'un enfant qui apprend tout juste à écrire. Sous l'autoroute 90 à minuit. Son esprit était assailli par un millier de questions. Était-ce un piège? Un complot monté par un ennemi? Une blague cruelle de quelqu'un qui connaissait la forme de son chagrin? Ou était-ce la vérité? Il regarda vers la clôture où le garçon avait disparu. Le système de sécurité protégeant ce manoir avait coûté des millions de dollars. Des caméras sous tous les angles, des détecteurs de mouvement, des gardes patrouillant 24 heures sur 24. Et pourtant, un enfant des rues décharnées s'était glissé à travers tout cela comme si rien n'existait. Qui avait appris à ce garçon à se déplacer ainsi? Qui l'avait envoyé ici? Conrad sortit son téléphone et composa un numéro familier. Ruth répondit dès la première sonnerie, sa voix alerte bien qu'il soit bien après minuit. « Chef, je sors », dit brièvement Conrad, sans garde du corps. Il y eut une seconde de silence à l'autre bout du fil. « Chef, il est 2 heures du matin. Où comptez-vous aller seul à cette heure? »« Dans quel quartier? J'enverrai des hommes pour vous suivre. »« Non », coupa Conrad, sa voix n'admettant aucune discussion. « C'est personnel. Personne ne me suit. Personne ne pose de questions. » « Compris. » Ruth resta silencieux pendant quelques secondes de plus avant de répondre. « Oui, chef, mais si vous ne m'avez pas contacté dans les 3 heures, j'enverrai des hommes vous trouver. » Conrad ne dit rien.
Il mit simplement fin à l'appel et se dirigea d'un pas décidé vers le garage. La Bentley Continental noire était immobile dans l'obscurité, l'attendant comme une bête fidèle. Il se glissa sur le siège du conducteur, démarra le moteur et sortit par les portes du manoir. Les rues de Chicago la nuit étaient aussi calmes qu'une ville abandonnée. Les lampadaires projetaient leurs lueurs sur le trottoir, encore humide de la pluie de l'après-midi, dessinant de longues traînées de lumière floue sur la route. Conrad posa la photographie sur le siège passager. Toutes les quelques secondes, ses yeux se tournaient vers elle, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Dans son esprit, les questions tournaient sans fin. Si sa fille était vraiment encore en vie, alors qui l'avait cachée pendant 3 ans? Priscilla était morte dans l'accident avec leur enfant. Il avait vu les 2 cercueils descendre en terre. Il était resté là, sous la pluie, à regarder les premières poignées de terre tomber sur le bois, et avait juré qu'il mourrait avec elle si cet empire n'avait pas encore eu besoin de lui. Alors, comment Rosalie pouvait-elle être encore en vie? Qui avait mis tout cela en scène? Et pourquoi? La poigne de Conrad se resserra sur le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Si c'était une tromperie, si quelqu'un jouait avec sa douleur, il jura qu'il ferait payer à cette personne le prix le plus élevé. Il n'aurait pas besoin de la loi. Il s'en occuperait lui-même à la manière du milieu. Mais si c'était réel, si Rosalie était vraiment en vie quelque part, dans le froid, seule, sans son père à ses côtés pendant 3 longues années, Conrad ferma les yeux une seule seconde, essayant d'avaler la douleur logée dans sa gorge. Il était prêt à tout échanger. L'empire, l'argent, le pouvoir, sa propre vie. Rien de tout cela n'avait de sens s'il pouvait tenir sa fille dans ses bras une fois de plus. Le panneau indiquant l'autoroute 90 apparut dans le faisceau de ses phares. Conrad tourna sur la route d'accès et ralentit la voiture en s'approchant de la zone sous le pont. L'endroit était déjà désolé le jour. La nuit, c'était pire, presque surnaturel dans sa menace. L'obscurité était épaisse. Les lampadaires étaient rares. Dans des coins cachés, des silhouettes de sans-abri se recroquevillaient sur elles-mêmes. La voiture s'arrêta. Conrad coupa le moteur et resta assis un moment dans l'habitacle silencieux. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il regarda la photographie une dernière fois, prit une profonde inspiration, puis ouvrit la portière et sortit. L'air froid de Chicago en novembre lui frappa le visage. L'odeur d'humidité, de fumée et de la pauvreté elle-même s'accrochait à chaque respiration. Conrad Ashford, le souverain d'un empire clandestin valant des centaines de millions de dollars, se tenait seul sous le pont de l'autoroute, face à l'obscurité et au poids terrible de l'incertitude. Devant lui, dans les recoins sombres sous le pont, il y avait de petits feux vacillants et des formes qui bougeaient dans la pénombre. Il s'avança. Sous l'autoroute 90, le monde sous le pont ne ressemblait en rien au luxueux manoir de Conrad. Il n'y avait pas de portails en fer plaqué or, pas de jardin soigneusement entretenu, pas de lumière de cristal scintillante. Il n'y avait que l'obscurité, le froid et l'odeur d'une vie oubliée depuis longtemps. Des tentes de fortune, assemblées à partir de bâches en plastique déchirées et de morceaux de tissu usés, se dressaient partout comme de fragiles maisons temporaires. Des boîtes en carton avaient été empilées pour former des cloisons, et à l'intérieur se trouvaient de fines couvertures et des biens récupérés dans les déchets de la ville. Un petit feu brûlait faiblement au centre, sa lumière chancelante vacillant sur des visages à moitié dissimulés dans l'ombre. L'odeur humide montant de l'eau stagnante sous le pont se mêlait à la puanteur des ordures et de la fumée de charbon, épaississant l'air jusqu'à ce qu'il semble lourd de négligence. Conrad y entra et sut immédiatement qu'il n'avait pas sa place ici. Son costume 3 pièces noir charbon, ses chaussures en cuir poli, la montre en platine à son poignet, tout cela criait la richesse au milieu de ce paysage de pauvreté. Il ressemblait à une étoile égarée tombée dans un terrain vague, brillante et totalement déplacée. Il n'avait pas fait plus de quelques pas que de petites formes commencèrent à émerger de l'ombre. 1, 2, 3, puis d'autres. Les enfants sortirent de derrière des piles de carton, de l'intérieur des tentes en lambeaux, de coins sombres qu'il n'avait même pas vus. Ils se formèrent autour de lui en une ligne courbe, leurs yeux fatigués comme ceux d'animaux sauvages gardant leur propre territoire. Un garçon, plus grand que les autres, s'avança. Il semblait avoir environ 9 ans, mais ses yeux étaient bien plus vieux que son âge. Dans sa main, il serrait une barre de fer rouillée, sa posture prête pour un combat. «
Tu n'as rien à faire ici. Le garçon parla d'une voix dure qui ne tremblait pas le moins du monde. Fais demi-tour tout de suite. Conrad ne bougea pas. Il ne chercha pas d'armes, bien que chaque instinct aiguisé par la survie dans le milieu l'ait poussé à faire exactement cela. Il resta simplement là, ses yeux passant sur chaque jeune visage rassemblé autour de lui. C'étaient des enfants abandonnés. Des enfants sans personne pour les protéger sauf eux-mêmes. Et il le voyait comme un danger. Je suis venu rencontrer celui qui a laissé ça. Il leva l'enveloppe pour que la faible lumière du feu puisse l'éclairer, pas pour causer des problèmes. Le garçon tenant la barre de fer plissa les yeux en regardant l'enveloppe, puis jeta un rapide coup d'œil vers les autres enfants. Quelque chose vacilla sur leur visage. Une reconnaissance, une compréhension, quelque chose qu'ils essayaient de cacher. Ils savaient qui avait laissé cette enveloppe. « Qui es-tu » demanda le garçon, sa main toujours serrée sur la barre de fer. « Un flic ou un des méchants ?» Conrad regarda droit dans les yeux du garçon, et pour la première fois cette nuit-là, sa voix s'adoucit. « Je suis un père qui cherche sa fille. » Le silence s'abattit sur eux tous. Les enfants se regardèrent, puis se tournèrent vers le garçon avec la barre de fer, comme s'ils attendaient son ordre. L'air était devenu aussi tendu qu'un fil quand une voix soudaine brisa le silence derrière eux. « Laissez-le entrer. » Tout le monde se retourna. Une petite silhouette sortit de l'obscurité, marchant avec une confiance totalement en décalage avec sa frêle carrure. C'était le garçon du jardin, le garçon qui avait laissé l'enveloppe et avait disparu comme un fantôme. Maintenant, il se tenait là, ses yeux bruns fixés sur Conrad, sans la moindre trace de peur. Le garçon avec la barre de fer se tourna vers lui. « Jonah, il pourrait être... »« Je sais qui il est, Dex, » coupa Jonah, sa voix calme. « Et je sais ce que je fais. » Jonah s'approcha de Conrad et s'arrêta à quelques pas. Il pencha la tête en arrière pour regarder l'homme qui le dominait de près de 2 fois sa taille, son regard l'évaluant de la tête aux pieds. « Tu es venu seul, » dit lentement Jonah. « Pas d'armes à la main, pas de garde du corps derrière toi, pas de voiture de police encerclant l'endroit. » Il fit une pause, penchant la tête comme s'il pesait une pensée. « Soit tu es le plus grand idiot que j'ai jamais rencontré, soit tu es vraiment désespéré. » Conrad baissa les yeux sur le garçon, et quelque chose brilla dans ses yeux. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Il y avait dans lui une acuité au-delà de son âge, un sang-froid que beaucoup d'hommes adultes ne possédaient jamais. « Les deux, » répondit honnêtement Conrad. « Je suis un idiot et je suis désespéré. » Jonah resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait à quelque chose de profond. Puis, il fit un petit signe de tête, comme si la réponse de Conrad avait passé un test invisible. « D'accord. » Jonah se retourna et commença à marcher plus profondément dans le camp de tente. « Suis-moi. » Conrad le suivit, sentant les yeux des autres enfants suivre chacun de ses pas. Dex tenait toujours la barre de fer, la méfiance brûlant dans les yeux du garçon, mais il n'essaya pas de l'arrêter. Les enfants s'écartèrent pour former un passage étroit et laissèrent passer Conrad comme s'il entrait dans un royaume secret que très peu d'étrangers étaient autorisés à voir. Jonah le conduisit plus profondément dans le labyrinthe d'abris de fortune, à travers des coins cachés où même les lampadaires ne pouvaient pas s'atteindre. L'endroit était plus grand que Conrad ne l'avait imaginé, comme une petite ville dissimulée sous l'ombre de la vraie ville au-dessus. Et quelque part dans cette ville souterraine, il pourrait y avoir la réponse qu'il était venu chercher. La réponse aux yeux gris de la photographie floue. Jonah s'arrêta devant une petite tente nichée dans le coin le plus caché du campement, où la lumière du feu central s'était estompée pour n'être plus qu'une faible tache de lumière. Doucement, le garçon souleva le rabat qui couvrait l'entrée et fit signe à Conrad de regarder à l'intérieur. Dans le coin de la tente, sur un matelas fin presque usé jusqu'à la corde, une petite fille dormait. Elle semblait avoir environ 7 ans, son corps si frêle que les os de ses épaules ressortaient nettement sous la vieille chemise qu'elle portait. Ses cheveux bruns étaient emmêlés et non coiffés, comme si aucune brosse ne les avait touchés depuis des jours. Pourtant, quelqu'un les avait soigneusement attachés en arrière avec une bande de tissu. Une fine couverture avait été posée sur elle, bien bordée autour de ses épaules, avec un tel soin qu'il semblait que la personne qui l'avait couverte avait craint qu'elle n'ait froid ne serait-ce qu'une seule seconde. « Ma petite sœur, » dit doucement Jonah, sa voix perdant toute l'acuité qu'elle avait eue quelques instants auparavant. « Mira. » Conrad regarda l'enfant et une douleur soudaine lui déchira la poitrine.
Le visage endormi de Mira rappelait l'image de Rosalie au même âge. La même petite silhouette, la même façon de se recroqueviller sur elle-même comme un chaton cherchant la chaleur, la même tendresse fragile qui donnait envie de la protéger du monde. 3 ans plus tôt, Rosalie dormait ainsi dans sa propre chambre, avec Boule de neige serrée dans ses bras et la petite veilleuse en forme d'étoile brillant à côté de son lit. Maintenant, Mira dormait sous un pont, sur un sol froid, avec le cri des voitures qui passaient au-dessus, tombant autour d'elle comme les grognements de monstres. Nos parents sont morts quand j'avais 5 ans, dit Jonah, ne regardant pas Conrad, mais sa sœur. Un accident de voiture. Mira et moi avons été emmenés dans un orphelinat, mais ce n'était pas bien là-bas. Je l'ai prise et je me suis enfui. Nous vivons ici depuis. Le garçon fit une pause et déglutit. Mira a cessé de parler après avoir vu l'accident. Un médecin dans une clinique gratuite a dit qu'elle a besoin d'une opération et de thérapie. Mais ces choses coûtent de l'argent. Et il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Conrad comprenait. Comment un enfant de 9 ans vivant dans la rue pourrait-il jamais trouver l'argent pour guérir sa sœur? La photographie, dit Conrad, sa voix basse et délibérée. Où la surprise et quand? Jonah se tourna pour lui faire face, ses yeux bruns brillant dans le noir. Il y a environ 6 mois, je vais parfois dans les orphelinats pour demander des restes de nourriture. Il y en a un qui s'appelle Sainte Marie à Milwaukee, à quelques heures de route d'ici. Il donne généralement de la nourriture si j'arrive au bon moment. Le garçon s'assit à côté de sa sœur et, sans réfléchir, ajusta de nouveau la couverture autour de Mira. Ce jour-là, je suis arrivé tôt, alors j'ai dû attendre devant le portail. J'ai regardé à travers la clôture et j'ai vu une petite fille assise seule sous un arbre dans la cour. Elle tenait un ours en peluche blanc et regardait vers le portail comme si elle attendait quelqu'un. Conrad sentit son cœur manquer un battement. Un ours en peluche blanc. Boule de neige, le cadeau qu'il avait offert à Rosalie pour son 2e anniversaire. Elle n'allait jamais nulle part sans lui, l'emportant même à table et dans la salle de bain. Ses yeux, continua Jonah, sa voix lointaine maintenant, comme s'il retournait dans le souvenir. Je n'ai jamais vu des yeux comme ça sur personne. Gris, mais pas un gris ordinaire, le gris du ciel avant un orage, profond et triste. Je ne pouvais pas les oublier. Il sortit un vieux téléphone cabossé de sa poche. Son écran était fissuré presque en travers. J'ai pris la photo parce que je voulais me souvenir de ce visage. Je ne sais pas pourquoi. C'était juste, il y avait quelque chose qui me donnait envie de me souvenir. Alors, comment m'as-tu connu? Demanda Conrad, sa voix devenue rauque. Jonah leva son regard et le fixa droit dans les yeux. Je sais où vivent les gens riches. Parfois, j'y vais pour manger de l'argent ou chercher des choses qu'ils ont jetées. Je vous ai vu aller dans le jardin derrière le manoir chaque nuit. Vous vous asseyez là, fixant une boîte, parlant à une photo encadrée. Une nuit, vous avez ouvert la boîte et j'ai vu les yeux sur la photographie. Il s'arrêta un instant. Je les ai reconnus tout de suite. Les mêmes yeux, la même couleur grise d'orage, et j'ai compris qui vous cherchiez. Depuis combien de temps m'observes-tu? 2 semaines, répondit honnêtement Jonah. Je devais être sûr que vous étiez bien celui que je pensais. Je devais être sûr que vous ne feriez pas de mal à cette petite fille si je vous le disais. Le silence s'installa dans la petite tente. Le son régulier de la respiration de Mira était la seule chose vivante dans cet espace étroit. Conrad regarda le garçon devant lui, un enfant de 9 ans, avec l'intelligence et la prudence d'un homme adulte qui avait passé 2 semaines à observer le plus puissant chef de la mafia de Chicago sans jamais être découvert. « Que veux-tu en retour? » demanda simplement Conrad. Jonah ne répondit pas tout de suite. Il tourna la tête et regarda Mira, le visage endormi de sa sœur, les lèvres qui n'avaient pas formé un mot dans 4 ans. Puis il se tourna vers Conrad, ses yeux bruns portant à la fois l'espoir et la peur. « Vous vous occupez de ma sœur. Vous lui obtenez un traitement, chirurgie, thérapie, tout ce dont elle a besoin. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle resta ferme. « En retour, je vous dirai tout ce que je sais sur cette petite fille. » Conrad n'eut pas besoin de réfléchir. Il n'eut pas besoin de peser le pour et le contre. Il n'eut pas besoin d'hésiter. « D'accord. » Jonah cligna des yeux, ne s'attendant manifestement pas à ce que la réponse vienne si vite. « Vous êtes d'accord? »« Je reviendrai le matin, » dit Conrad, sans la moindre trace de doute dans sa voix. « Sois prêt à emmener ta sœur. Le meilleur hôpital, les meilleurs médecins. Je m'occuperai de tout. »
Il se leva et regarda le garçon une dernière fois. « Tu n'as pas à me faire confiance maintenant, mais demain matin, tu verras. » Puis il se retourna et sortit de la tente, passa sous les yeux vigilants des enfants et disparut dans la nuit. En rentrant chez lui, Conrad réalisa que quelque chose en lui commençait à changer. Pour la première fois en 3 ans, il se souciait de quelqu'un d'autre que de sa propre douleur. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons de soleil percèrent le béton gris sous l'autoroute 90, la sirène d'une ambulance brisa le silence du campement. Les enfants des rues s'agitèrent, alarmés, sortant de leur tente de fortune les yeux écarquillés en regardant le véhicule blanc et rouge se diriger vers eux. Derrière l'ambulance venait une Bentley noire familière. Conrad Ashford en sortit, portant toujours un costume impeccable, sans un seul pli, comme s'il n'avait pas perdu un instant de sommeil la nuit précédente. Dex se tenait à côté des cendres froides du feu de la veille, la barre de fer toujours à la main, mais pendant mollement à son côté. Il regarda la petite procession, puis Conrad, les yeux remplis d'incrédulité. « Il est vraiment revenu », murmura-t-il, incapable de cacher son étonnement. Les autres enfants murmurèrent entre eux et pointèrent du doigt, mais aucun d'eux n'osa s'approcher. Jonah attendait déjà devant la tente, une main serrant fermement celle de Mira. La petite fille se tenait à côté de son frère, ses yeux ronds fixés sur l'ambulance avec un regard qui mêlait à part égale curiosité et peur. Les ambulanciers apportèrent une civière et soulevèrent doucement Mira dessus. Elle ne résista pas. Elle tourna seulement la tête pour regarder Jonah, comme si elle avait besoin d'être certaine que son frère était toujours à ses côtés. « Elle sera soignée dans le meilleur hôpital de la ville », dit Conrad, sa voix calme mais absolue. « Chirurgie, thérapie psychologique, tout ce dont elle a besoin. J'ai déjà tout arrangé. » Jonah leva les yeux vers Conrad et pour la première fois, quelque chose changea dans les yeux bruns du garçon. La prudence était toujours là, mais à côté, il y avait autre chose. Peut-être du respect, peut-être de la gratitude. Il n'était pas encore prêt à l'admettre. « Pourquoi avez-vous tenu parole ?» demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. « Vous ne savez même pas si mes informations sont vraies. Ça aurait pu être un piège. La fille sur la photo n'est peut-être pas votre fille. » Conrad baissa les yeux sur le garçon, puis tourna son regard vers la civière alors que Mira était emmenée dans l'ambulance. Il resta silencieux un moment avant de répondre. « Parce que j'ai eu une fille du même âge que ta sœur. Je sais ce que ça fait de vouloir protéger quelqu'un qu'on aime et de ne pas avoir le pouvoir de le faire. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour Mira. Maintenant, laisse-moi aider avec le reste. » Les portes de l'ambulance se fermèrent, la sirène retentit de nouveau et le véhicule s'éloigna, emportant Mira vers l'hôpital. Jonah resta à regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue, puis se retourna vers Conrad, les yeux prêts. « Maintenant, dis-moi, dit Conrad, tout ce que tu sais. » Ils s'assirent tous les deux dans la Bentley, les portes se refermant sur eux et les isolant du monde extérieur. Jonah s'assit sur le luxueux siège en cuir, semblant étrangement déplacé dans ses vieux vêtements déchirés. Pourtant, il ne montra aucun signe de gêne. Il commença à parler, sa voix plus claire et plus stable que Conrad ne s'y attendait. « Je vais souvent dans les orphelinats pour demander des restes de nourriture. Ils jettent des choses qui sont encore bonnes après le déjeuner et le dîner. Sainte-Marie à Milwaukee est l'un de ces endroits. J'y vais environ 1 fois par mois, chaque fois que j'ai assez d'argent pour le bus. » Il fit une pause, comme pour organiser le souvenir dans son esprit. « Ce jour-là, je suis allé à la porte de derrière, comme je le fais toujours, et j'ai attendu qu'il sorte la nourriture. Pendant que j'attendais, j'ai regardé à travers la clôture dans la cour de récréation. Certains enfants jouaient sur les balançoires et le toboggan, mais il y avait une petite fille assise seule sous un arbre dans le coin de la cour. » Les yeux de Jonah se perdirent au loin, comme s'il revoyait la scène. Elle ne jouait avec personne, elle était juste assise là, tenant un ours en peluche blanc et regardant vers le portail. Le regard dans ses yeux, c'était différent, pas les yeux d'un enfant. C'était triste et lointain, comme si elle attendait quelqu'un qu'elle savait ne jamais venir. Conrad sentit sa gorge se serrer. « Connaissais-tu son nom? » « J'ai demandé à un autre enfant là-bas quand il est sorti à la porte de derrière pour sortir les poubelles, » répondit Jonah. « Il a dit qu'elle s'appelait Emma. Emma Brooks. » Emma, pas Rosalie. Conrad s'immobilisa, le front plissé. Sa fille s'appelait Rosalie Ashford, pas Emma Brooks. Était-ce une coïncidence ou autre chose?
Mais ses yeux, continua Jonah comme s'il avait lu les pensées de Conrad. Je suis sûr que c'étaient les mêmes yeux que la fille sur la photo que vous gardez dans cette boîte à souvenirs, cette couleur grise si spéciale. Je ne pouvais pas me tromper. Je vous ai vu ouvrir cette boîte souvent, regarder la photo et pleurer. Les yeux de votre photo et les yeux de cette fille à l'orphelinat étaient les mêmes. Conrad sortit son téléphone et composa le numéro de son avocat personnel. L'homme à l'autre bout du fil répondit dès la première sonnerie. « Monsieur Ashford? » Enquêté sur l'orphelinat Sainte Mary à Milwaukee, dit Conrad, sa voix froide et tranchante comme une lame. Trouvez toutes les informations sur une fille nommée Emma Brooks, d'environ 7 ou 8 ans, aux yeux gris. Je veux des réponses dans quelques heures. Il mit fin à l'appel puis s'assit en silence dans la voiture attendant. Jonah resta à ses côtés sans parler, regardant simplement par la fenêtre. Quelques heures plus tard, le téléphone de Conrad vibra. Son avocat rappelait, et il y avait une note d'hésitation dans la voix de l'homme que Conrad reconnut immédiatement. « Chef, j'ai de mauvaises nouvelles. L'orphelinat Sainte-Marie a fermé il y a 3 mois. Les enfants qui s'y trouvaient ont été transférés dans divers établissements à travers l'État. Les dossiers sur la fille nommée Emma Brooks, difficile d'accès, chef. Les dossiers d'orphelinat sont sous stricte confidentialité. Nous aurions besoin de relations au sein des autorités ou de temps pour demander une ordonnance du tribunal. » Conrad serra les dents. « Je n'ai pas le temps. » Il mit fin à l'appel et se tourna pour regarder Jonah. Le garçon était toujours assis là, ses yeux attendants. « J'irai moi-même à Milwaukee, » dit Conrad. « Je trouverai l'ancien administrateur de l'orphelinat. Je trouverai quiconque connaissait cette fille. »« Puis-je venir avec vous? » demanda Jonah. Sa voix ne ressemblait plus à une question, mais presque à une affirmation. « Je connais son visage. Je pourrais la reconnaître si je la voyais. » Conrad regarda le garçon, un enfant des rues maigre aux cheveux en bataille et aux vêtements en lambeaux, mais dans ses yeux bruns se lisait une détermination qu'il avait rarement vue même chez des hommes adultes. « D'accord, acquiesça-t-il, mais d'abord tu as besoin d'un bain et d'un vrai repas. Je ne veux pas que quiconque pense que j'enlève des enfants. » Pour la première fois, un léger sourire passa sur les lèvres de Jonah. La Bentley quitta le dessous de l'autoroute 90 et se dirigea d'abord vers l'hôpital pour que Jonah puisse rendre visite à sa sœur, puis vers un endroit où le garçon pourrait se préparer pour le long voyage vers Milwaukee. Devant eux s'étendait une route remplie d'incertitudes. Mais pour la première fois en 3 ans, Conrad sentit qu'il avançait au lieu de s'enfoncer plus profondément dans le passé. La Bentley quitta Chicago au petit matin et atteignit Milwaukee alors que le soleil était déjà haut. Jonah était assis sur le siège passager, voyageant dans une voiture aussi chère pour la première fois de sa vie. Pourtant, le garçon ne montra aucun intérêt pour le luxe qui l'entourait. Ses yeux bruns restaient fixés sur la fenêtre, observant les rues inconnues d'une nouvelle ville. Il avait pris un bain, mis les nouveaux vêtements que Conrad lui avait achetés et mangé son premier petit déjeuner complet depuis de nombreux mois, mais son esprit était toujours à l'hôpital, où Mira était examinée par des médecins et préparée pour une opération. Conrad conduisit jusqu'à l'adresse que son avocat lui avait fournie et s'arrêta finalement devant un immeuble de 2 étages au bout d'une rue calme. L'orphelinat Sainte-Marie se dressait devant eux, mais il ne ressemblait en rien à ce dont Jonah se souvenait. Le bâtiment en briques rouges semblait maintenant abandonné et en ruine. Les fenêtres du rez-de-chaussée avaient été barricadées avec des planches de bois usées. Les mauvaises herbes avaient poussé à l'état sauvage dans la cour, atteignant la hauteur des genoux et engloutissant des balançoires rouillés et un toboggan délavé. Un panneau tordu indiquant « Fermé » pendait au portail en fer. « C'est ici que je l'ai vue », dit Jonah, sa voix mal assurée en regardant l'endroit en ruine. Elle était assise sous cet arbre là-bas, dans le coin de la cour à droite. Mais maintenant, Conrad sortit de la voiture et longea la clôture, regardant dans la cour. De vieux jouets étaient éparpillés partout. Une poupée en plastique face contre terre, un ballon dégonflé coincé sous les racines d'un arbre. Ce qui avait été autrefois un foyer pour enfants orphelins n'était plus qu'une coquille vide, froide et oubliée. Il sortit son téléphone et appela de nouveau son avocat. « Trouve-moi l'adresse de la personne qui gérait Sainte-Marie avant sa fermeture. » Tout de suite. 15 minutes plus tard, Conrad et Jonah se tenaient devant un petit appartement dans un complexe vieillissant à la périphérie de Milwaukee. La porte s'ouvrit après le 3e coup
et une femme d'âge moyen apparut. Elle semblait avoir environ 50 ans, avec des cheveux gris soigneusement attachés à l'arrière de son cou et un visage fatigué, profondément ridé autour des yeux. Ses yeux s'écarquillèrent dès qu'elle vit Conrad, et Conrad comprit immédiatement qu'elle savait exactement qui il était. Sa réputation ne s'arrêtait pas aux frontières de Chicago. « Monsieur Ashford », balbutia-t-elle, sa main se resserrant sur le bord de la porte comme si elle voulait la claquer. « Je ne suis pas ici pour vous causer des ennuis, » dit Conrad, sa voix si calme et douce que Jonah le regarda avec surprise. « Je suis venu poser des questions sur une enfant, une petite fille qui a vécu à Sainte-Marie, aux yeux gris. » La femme le fixa, puis baissa les yeux sur Jonah qui se tenait à côté de lui. Quelque chose changea dans son expression. Peut-être la prise de conscience que cet homme puissant n'était pas venu la menacer. « S'il vous plaît, entrez. » Elle recula et ouvrit la porte plus grand. L'appartement était petit et exigu. Le mobilier était vieux mais propre. L'ancienne directrice les conduisit dans le salon où des boîtes en carton étaient empilées dans un coin. « Ce sont les archives de l'orphelinat », expliqua-t-elle en voyant Conrad regarder vers elle. « Quand l'orphelinat a fermé, je ne savais pas où les envoyer, alors je les ai amenés ici. J'espérais que quelqu'un en aurait besoin un jour. » « Une petite fille », répéta Conrad. « Yeux gris, environ 7 ou 8 ans maintenant, cheveux noirs. » L'ancienne directrice fronça les sourcils en réfléchissant, puis se leva et se dirigea vers la pile de boîtes. Elle chercha un moment, sortit un dossier brun foncé et tourna les pages une par une. « Yeux gris », murmura-t-elle. « C'est inhabituel. Je me souviens d'une petite fille comme ça. La voici, Emma Brooks. » Elle tendit le dossier à Conrad. Il l'ouvrit, ses yeux parcourant rapidement les lignes d'information. Emma Brooks, 8 ans, yeux gris, cheveux noirs, admise à l'orphelinat environ 2 ans plus tôt par sa mère biologique, Sarah Brooks, mère décédée de maladie 1 an plus tard. Aucune information sur le père. « Y a-t-il une photographie ?» demanda Conrad, et soudain sa voix était devenue rauque. L'ancienne directrice hocha la tête et se tourna vers la dernière page du dossier. Une petite photographie avait été attachée dans le coin supérieur droit. Conrad regarda la photo et son cœur s'arrêta. Le visage sur la photographie le regardait droit dans les yeux. Les yeux étaient d'un gris d'orage, une courbe des lèvres qu'il reconnaîtrait n'importe où. C'était Rosalie, sa fille. Il n'y avait plus aucun doute. Mais pourquoi était-elle ici sous le nom d'Emma Brooks? Qui était Sarah Brooks? « Sarah Brooks », dit Conrad, sa voix tremblant malgré tous ses efforts pour la contrôler. « Que savez-vous de cette femme? » L'ancienne directrice secoua la tête. « Pas grand-chose, monsieur. Elle a amené l'enfant et a signé des papiers pour un placement temporaire parce qu'elle était gravement malade. Elle a dit qu'elle reviendrait chercher sa fille quand elle irait mieux. Mais 1 an plus tard, nous avons appris qu'elle était décédée. L'hôpital m'a envoyé l'avis. Emma est devenue officiellement orpheline après cela. »« À quoi ressemblait-elle? » demanda Conrad, la gorge sèche. « Je ne me souviens pas très clairement. Ça fait longtemps. » La femme fronça les sourcils, cheveux bruns, silhouette élancée. Elle avait l'air épuisée et très faible. Elle a beaucoup pleuré en signant les papiers. Conrad baissa les yeux sur la photographie de Rosalie une fois de plus. Sa fille était en vie. Pendant 3 ans, il l'avait crue morte et enterrée au cimetière. Pourtant, elle était restée dans ce monde tout ce temps, sous un autre nom, avec une autre identité, vivant une vie dont il ne savait rien. « Où est Emma maintenant? » demanda-t-il. « Quand l'orphelinat a fermé, les enfants ont été envoyés à différents endroits. Je pense qu'Emma a été placée dans une famille d'accueil, mais je n'ai pas les informations exactes. Les dossiers de transfert appartiennent à l'Agence de protection de l'enfance de l'État. » Conrad se leva, tenant toujours fermement la photographie dans sa main. Son esprit tournait avec un millier de questions, mais une s'élevait au-dessus de toutes les autres et résonnait le plus fort dans sa tête. Qui était Sarah Brooks? Qui avait amené sa fille ici et lui avait donné une fausse identité? Et pourquoi? Conrad engagea le meilleur détective privé que l'argent pouvait acheter, un homme qui avait autrefois travaillé pour le FBI avant de passer dans le secteur privé. La mission était simple mais urgente. Découvrir qui était Sarah Brooks et pourquoi cette femme avait sa fille. Jonah resta à l'hôpital avec Mira, où elle se remettait de sa première opération. Conrad retourna à Chicago, mais son esprit ne trouva pas la paix. Chaque nuit, il allait toujours dans le jardin derrière le manoir, regardait la photographie de Rosalie et se demandait pourquoi sa fille avait vécu sous un autre nom, avec une autre mère qu'il n'avait jamais connue.
3 jours plus tard, le détective appela pour dire qu'il avait des résultats. Conrad exigea une rencontre en personne. Ils convinrent de se retrouver dans le bureau privé de Conrad, dans la tour du centre-ville, où il dirigeait son empire sous le couvert d'une société d'investissement immobilier légitime. Le détective entra, portant une maillette en cuir noir. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux yeux perçants de quelqu'un qui avait vu trop de secrets sombres du monde. Il s'assit en face de Conrad, ouvrit la mallette et posa une pile de papiers sur le bureau. Monsieur Ashford, j'ai trouvé les réponses, mais je ne suis pas sûr que vous voudrez les entendre. Conrad le regarda avec des yeux aussi froids que la glace. Dites-le, le détective prit une longue inspiration. Sarah Brooks est une fausse identité. Elle a été créée il y a 3 ans, peu de temps après l'accident de voiture, qui, selon le rapport officiel, a coûté la vie à votre femme et à votre fille. Conrad ne bougea pas, mais c'était comme si quelqu'un venait de lui donner un coup de poing dans la poitrine. Continuez. La personne utilisant cette identité était une femme aux cheveux bruns, d'environ 30 ans. Elle a vécu à Milwaukee pendant 2 ans et a travaillé dans un petit café à la périphérie de la ville. Elle vivait seule avec une petite fille qu'elle avait enregistrée comme sa fille biologique. Le détective ouvrit une enveloppe, en sortit une photographie et la posa sur le bureau. Ceci a été pris par la caméra de sécurité de Sainte-Marie le jour où elle a amené l'enfant. La qualité n'est pas très bonne, mais c'est assez clair pour l'identification. Conrad ramassa la photographie et son monde s'effondra. La femme sur la photo se tenait au bureau d'accueil de l'orphelinat avec une petite fille à ses côtés. L'image était légèrement floue, mais Conrad sut immédiatement qui il regardait. La courbe de ses épaules, sa façon de se tenir, légèrement penché vers la gauche dans cette vieille habitude familière. Ses cheveux bruns avaient été coupés plus courts qu'avant, mais c'étaient toujours les mêmes cheveux. Et son visage, bien que plus mince maintenant, plus pâle, c'était toujours le visage qu'il avait aimé, épousé, et qu'il croyait avoir perdu pour toujours. Priscilla, sa femme, la femme qu'il avait enterrée 3 ans plus tôt. C'est impossible. La voix de Conrad sortit comme un murmure arraché de l'enfer, rauque de douleur. Elle est morte, j'ai vu le cercueil descendre dans la tombe. Le détective le regarda avec le regard stable d'un homme habitué aux vérités les plus dures. Selon mon enquête, cet accident de voiture présentait un certain nombre d'irrégularités. Vous avez été gravement blessé et dans le coma pendant 3 jours. Pendant ce temps, toutes les dispositions funéraires ont été gérées par la police et les parents de votre femme. Les cercueils étaient scellés car les corps auraient été trop endommagés pour être vus. Vous n'avez jamais vu les corps. Conrad se leva si brusquement que sa chaise racla durement le sol en marbre. Il alla à la fenêtre et se tint dos au détective, regardant la ville de Chicago s'étendre sous lui. Tout ce qu'il avait cru pendant 3 ans était un mensonge. Ses larmes, son chagrin, les nuits où il s'était assis dans le jardin sombre à murmurer aux photographies des morts. Tout cela reposait sur une tromperie monstrueuse. Priscilla a vécu à Milwaukee pendant 2 ans, continua le détective, sa voix aussi égale que s'il lisait un rapport. Elle a travaillé dans un petit café et a vécu dans un appartement loué. Elle a élevé sa fille seule sous le nom d'Emma Brooks. Il y a environ 1 an, elle est morte d'un cancer. L'enfant a été emmené à Sainte-Marie après cela. Les mains de Conrad se serrèrent en poing jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Un cancer. Priscilla était morte d'un cancer, seule, dans une ville lointaine. Sans le lui dire, elle avait pris leur fille et s'était cachée. Elle avait vécu pendant 2 ans dans la peur et le secret. Et à la fin, elle était morte sans qu'il le sache jamais. Pourquoi? La voix de Conrad brisa le silence de la pièce. Ce n'était pas une question destinée au détective, mais plutôt le grognement d'un homme confronté à la plus grande trahison de sa vie. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi a-t-elle pris ma fille? Pourquoi a-t-elle simulé sa mort? Le détective ne dit rien. La question était hors de sa portée. Il pouvait découvrir la vérité sur les fausses identités, les adresses, ce qui s'était passé, mais il ne pouvait pas découvrir la raison enfouie dans les choix d'une femme morte. Conrad se retourna pour lui faire face, les yeux rouges mais secs. La famille de Priscilla, sa mère, sait-elle quelque chose? Le détective feuilleta plusieurs pages. Margaret Whitmore, la mère biologique de Priscilla Whitmore Ashford. Elle vit toujours à la même adresse près de Philadelphie. Selon les informations que j'ai recueillies, elle a reçu une lettre de Priscilla après la mort de sa fille. Je ne sais pas ce que disait la lettre. Conrad hocha la tête, sortit son portefeuille
et posa une épaisse liasse de billets sur le bureau. Merci, c'est votre honoraire et plus encore, pour que vous oubliez que cette enquête a eu lieu. Le détective ramassa l'argent, se leva et quitta le bureau sans un mot de plus. Quand la porte se referma derrière lui, Conrad s'assit et enfouit sa tête dans ses mains. La question résonnait dans son esprit, douloureuse et implacable. À quel point Priscilla avait-elle eu peur de lui pour simuler sa propre mort juste pour s'échapper? Qu'avait-il fait pour que la femme qu'il aimait prenne leur fille, se construise une autre vie et meure seule sans jamais vouloir qu'il le sache? Il se leva, sortit du bureau et se rendit directement au parking. La Bentley rugit à la vie quand il démarra le moteur, et les pneus roulèrent sur la route en direction de Philadelphie. Il devait voir Margaret Whitmore. Il avait besoin de réponses. La petite maison se trouvait au bout d'une rue de banlieue calme près de Philadelphie. Une maison en briques d'un étage avec un toit de tuiles rouges délavé par le temps. Une clôture en bois blanc entourait le petit jardin où les buissons de fleurs s'étaient flétris par manque d'entretien. Conrad gara la voiture sur le bas-côté et regarda la maison un moment avant de sortir. Il avait conduit toute la nuit pour arriver là, sans sommeil, sans nourriture, avec seulement des questions qui tournaient en boucle dans son esprit. Il se dirigea vers la porte, frappa 3 fois et attendit. Des pas lents résonnèrent de l'intérieur et la porte s'ouvrit. La femme qui se tenait devant Conrad semblait avoir environ 70 ans. Ses cheveux blancs argentés étaient soigneusement épinglés à l'arrière de sa tête. Son visage était mince, ses yeux profondément cernés par l'insomnie et le chagrin. Pourtant, il y avait encore une grâce délicate dans ses traits que Conrad reconnut immédiatement. Priscilla avait les yeux de sa mère. Margaret Whitmore, dit Conrad. Ce n'était pas une question. La femme le regarda de haut en bas, et ce qui surprit Conrad, c'est qu'elle ne montra ni peur ni choc. Au lieu de cela, quelque chose comme un soulagement vacilla dans ses vieux yeux fatigués. Conrad Ashford, répondit-elle, sa voix rauque mais stable. Je vous attendais, même si cela a pris 3 ans. Elle recula et ouvrit la porte plus grand, lui faisant signe d'entrer. Conrad franchit le seuil et entra dans la petite maison modeste, où le mobilier était vieux mais propre. Ses yeux balayèrent le salon et son cœur se serra quand il vit les photographies accrochées au mur. Priscilla, petite fille, souriant vivement dans les bras de sa mère. Priscilla, le jour de sa remise de diplôme universitaire, sa toque légèrement penchée sur la tête. Priscilla, le jour de son mariage, dans une robe blanche immaculée, debout à côté de Conrad avec un sourire radieux. Et Rosalie. Rosalie, nouveau-née dans les bras de sa mère. Rosalie à 1 an, apprenant à marcher avec boule de neige à la main. Rosalie à 2 ans, souriant largement à côté de son gâteau d'anniversaire. Des moments que Conrad avait autrefois vécus, mais qui semblaient maintenant appartenir à une autre vie. Vous saviez depuis le début, dit-il, sa voix basse et lourde. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Margaret secoua la tête et se dirigea vers le vieux meuble en bois dans le coin de la pièce. Non, je croyais que ma fille et ma petite-fille étaient mortes dans cet accident. Moi aussi. J'ai pleuré à l'enterrement. J'ai déposé des fleurs sur la tombe chaque semaine pendant 2 ans. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. Je n'ai appris la vérité que lorsque j'ai reçu cette lettre, il y a 1 an après que ma fille soit vraiment décédée. Elle tendit l'enveloppe à Conrad. Dès qu'il la prit, il reconnut l'écriture sur le devant. L'écriture de Priscilla, légèrement inclinée vers la droite, gracieuse mais claire. La même écriture qu'il avait vue sur des cartes d'anniversaire, sur des notes laissées sur la table de la cuisine, sur des lettres d'amour du temps où ils étaient tombés amoureux. Conrad ouvrit l'enveloppe, sortit la feuille de papier à l'intérieur et commença à lire. Chaque mot lui transperçait le cœur comme une lame. « Maman, au moment où tu liras ceci, je ne serai plus de ce monde. Je suis désolé de t'avoir caché la vérité pendant 2 ans. Je ne pouvais pas te contacter car j'avais peur que Conrad me trouve à travers toi. Rosalie s'appelle maintenant Emma Brooks. J'ai changé son nom pour que personne ne puisse retracer d'où elle vient. Elle est à l'orphelinat Sainte-Marie à Milwaukee. Je l'ai placée là car je savais qu'il ne me restait plus beaucoup de temps à vivre. Maman ne le dit pas à Conrad. Jamais. Je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour la reprendre. Il a le pouvoir, l'argent et un empire entre ses mains. Il trouvera Rosalie s'il le veut. Mais je ne peux pas laisser Rosalie grandir dans ce monde. Il m'aime. Il aime Rosalie. Je n'en ai jamais douté.
Mais c'est ce qui m'effraie le plus, maman, car son amour vient avec le sang et les ténèbres. J'ai vu les choses qu'il a faites. J'ai entendu les appels téléphoniques au milieu de la nuit. J'ai vu le sang sur ses chemises qu'il essayait de cacher. Je ne peux pas laisser ma fille grandir et faire partie de ce monde. Laisse-la être une enfant ordinaire, même dans un orphelinat, même avec une famille étrange qui l'adopte. Ce serait mieux que de devenir la princesse d'un empire bâti sur les ténèbres. Je t'aime. S'il te plaît, pardonne-moi de t'avoir caché cela. Et s'il te plaît, garde ce secret pour toujours. Priscilla. Quand Conrad eut fini de lire, ses mains tremblaient si fort que le papier flottait dans l'air. Il replia la lettre soigneusement, comme si c'était la chose la plus fragile au monde, puis s'effondra dans la chaise la plus proche. Margaret le regarda, ses vieux yeux remplis de sentiments compliqués qu'elle ne mit pas en mots. Quand j'ai reçu cette lettre, ma fille était déjà morte depuis une semaine, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je suis allé à Sainte-Marie immédiatement, mais l'orphelinat avait déjà fermé. Les enfants avaient été envoyés partout. Je suis trop vieille, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de relation, je n'ai pas pu trouver ma petite fille. Elle s'arrêta et essuya ses larmes avec le coin de sa manche. J'ai prié chaque nuit en espérant que quelqu'un trouverait Rosalie. Je n'aurais jamais imaginé que cette personne serait vous. Conrad ne dit rien. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Sa femme, la femme qu'il avait aimée, la femme qu'il croyait avoir perdue, avait eu si peur de lui qu'elle avait simulé sa propre mort juste pour s'échapper. Elle avait choisi une vie de pauvreté, de maladie et de solitude plutôt que de rester à ses côtés. Elle avait choisi de placer leur fille dans un orphelinat plutôt que de la laisser être élevée comme sa fille. Priscilla avait-elle raison? Se demanda-t-il. Suis-je vraiment si effrayant? Suis-je vraiment le monstre aux yeux de la personne que j'aimais? Il baissa les yeux sur la lettre dans sa main, sur les lignes floues par les larmes de la femme qui les avait écrites, et il comprit que c'était le jugement de Priscilla sur lui et d'outre-tomber. Mais alors il se leva, ses épaules se redressant, ses yeux fixés sur Margaret. « Je trouverai Rosalie, dit-il, et maintenant sa voix ne tremblait plus. Elle résonnait avec la fermeté de l'acier. Et je prouverai à Priscilla qu'elle avait tort. Je deviendrai le genre de père que ma fille mérite, peu importe à quel point je dois changer. » Il se tourna et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil et jeta un regard en arrière à la vieille femme debout seule au milieu du salon. « Quand je trouverai votre petite fille, je vous l'amènerai. » Puis il sortit, monta dans la voiture et s'éloigna sous la lumière déclinante de l'après-midi. Dans son esprit, il ne portait plus seulement le but de trouver sa fille. Maintenant, il portait aussi le but de changer lui-même. Il fallut près d'une semaine à l'avocat de Conrad pour retrouver les dossiers d'Emma Brooks de Sainte-Marie. La petite fille avait été déplacée dans 2 foyers d'accueil différents avant d'arriver à son placement actuel, une maison dans la banlieue de Chicago, à moins de 20 miles du manoir de Conrad. 20 miles. Sa fille n'avait été qu'à 20 miles de lui pendant les 3 derniers mois et il ne l'avait jamais su. Conrad s'y rendit dès qu'il reçut l'adresse. La maison était une maison ordinaire de 2 étages avec une clôture blanche et une pelouse verte, ne se distinguant en rien des centaines d'autres maisons de ce quartier calme. Il se gara devant le portail, sortit et se dirigea vers la porte. Une femme d'âge moyen ouvrit et le regarda de haut en bas avec des yeux fatigués. Elle remarqua le costume cher, la montre en platine et l'air de pouvoir qui semblait émaner de chacun de ses pas. « Qui êtes-vous? » demanda-t-elle, une main agrippant toujours le bord de la porte. « Je suis ici pour voir Emma Brooks, » dit Conrad, essayant de garder sa voix stable, même si son cœur battait follement. « Je suis son père biologique. » La femme fronça les sourcils, puis secoua la tête avec une finalité ferme. Selon les dossiers des services de protection de l'enfance, Emma Brooks n'a pas de père. Sa mère est décédée et il n'y a aucune information sur un père dans aucun des documents. Vous n'avez pas le droit de l'avoir. « Je suis son père biologique, » répéta Conrad, et la tension commença à aiguiser sa voix. Son vrai nom est Rosalie Ashford. Sa mère a changé son nom et me l'a caché pendant 3 ans. La femme recula d'un pas, sa main se levant comme si elle était prête à fermer la porte. « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, ni quelle est votre histoire, mais si vous voulez voir l'enfant, vous devrez passer par les voies légales. Je ne peux pas permettre à un étranger d'accéder à un enfant dont j'ai la garde. » La porte claqua au nez de Conrad. Il resta là,
les mains serrées en poing, la colère bouillonnant dans ses veines. Chaque instinct en lui criait de défoncer la porte, de prendre sa fille et de ne laisser personne oser l'arrêter. Il était Conrad Ashford. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais alors il se souvint de la lettre de Priscilla. Son amour vient avec le sang et les ténèbres. S'il utilisait la violence maintenant, il prouverait que Priscilla avait raison. Il perdrait Rosalie pour toujours. Pas à la mort cette fois, mais à cause de ses propres actions. Il prit une profonde inspiration, se détourna, retourna à la voiture et appela son avocat. Les semaines qui suivirent furent un enfer. Conrad engagea la meilleure équipe juridique que l'argent pouvait acheter et demanda un test ADN pour prouver l'affiliation. Mais le système juridique ne se souciait pas de qui il était, de combien d'argent il avait ou de quel empire il contrôlait. Le système exigeait des preuves écrites, des témoins et du temps. Pour la première fois de sa vie, le pouvoir de Conrad ne pouvait pas acheter la chose qu'il désirait le plus. Il fit venir Margaret comme témoin et soumit la lettre de Priscilla comme preuve de la fausse identité. Il s'assit dans la salle d'attente du tribunal comme un homme ordinaire, attendant que son nom soit appelé. Il remplit des dizaines de formulaires, répondit à des centaines de questions et endura les regards suspicieux des travailleurs sociaux. Ruth observait son employeur de loin et pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Conrad Ashford, l'homme que tout le milieu de Chicago craignait, attendait avec la patience d'un père ordinaire. Pas de menaces, pas de corruption, pas de violence, seulement de l'attente et de l'espoir. Pendant les longues nuits, Conrad s'asseyait dans le jardin derrière le manoir, regardant en direction du foyer d'accueil où sa fille dormait. 20 miles, il pouvait s'y rendre en 20 minutes, mais il n'était pas autorisé à la voir. Jonah vint lui rendre visite plusieurs fois. Le garçon vivait maintenant au manoir avec Mira, qui se remettait bien après son opération. « Vous pourriez utiliser une autre méthode, » dit Jonah une fois. « Je sais que vous en avez les moyens. » Conrad secoua la tête. « Pas avec ça. J'ai perdu ma fille une fois à cause du monde dans lequel je vis. Je ne la perdrai pas à nouveau. » Enfin, après près de 3 semaines d'attente, les résultats de l'ADN arrivèrent. Conrad s'assit dans le bureau de son avocat, le cœur battant comme s'il allait éclater de sa poitrine, tandis qu'il regardait le papier posé devant lui. Résultat du test confirmé. Conrad Ashford est le père biologique de l'enfant connu sous le nom d'Emma Brooks. Nom de naissance, Rosalie Ashford. Probabilité de correspondance, 99,9%. Le tribunal a accepté votre requête, dit l'avocat. On vous a accordé des droits de visite supervisés. La première rencontre aura lieu demain au foyer d'accueil en présence d'un travailleur social. Conrad ne dit rien. Il hocha seulement la tête. Mais quand il sortit du bureau, il dut s'appuyer contre le mur un moment pour se stabiliser. 3 ans. 3 ans à croire que sa fille était morte. Et demain, il la verrait. Le lendemain matin, Conrad se tenait devant la porte du foyer d'accueil, le cœur battant follement dans sa poitrine. Il avait affronté d'autres chefs de la mafia sans un tremblement dans la main. Il avait franchi la ligne entre la vie et la mort plus d'une fois sans scier. Mais maintenant, debout devant cette porte, il avait plus peur qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. La porte s'ouvrit et la vie de Conrad était sur le point de changer une fois de plus. La salle de visite était petite, avec des murs peints d'une couleur crème pâle, une table en bois au milieu et 2 chaises se faisant face. Une grande fenêtre en verre sur un côté permettait aux travailleurs sociaux d'observer de l'extérieur. Il n'y avait rien de remarquable à ce sujet, rien de chaleureux. C'était simplement un espace neutre, conçu pour des rencontres maladroites entre des étrangers liés par le sang. Conrad s'assit sur la chaise faisant face à la porte, les mains posées sur ses genoux, essayant de paraître calme, même si son cœur battait follement à l'intérieur de sa poitrine. Il pouvait entendre son battement dans ses oreilles, rapide et lourd comme des tambours de guerre. 3 ans. Pendant 3 ans, il avait attendu ce moment, bien qu'il n'ait pas su qu'il l'attendait. Pendant 3 ans, il avait pleuré devant la photographie de sa fille, écrite dans un journal pour un enfant qu'il croyait mort, tenu un vieil ours en peluche dans ses bras, et murmuré des excuses dans le vide. Et maintenant, la porte devant lui était sur le point de s'ouvrir, et sa fille allait la franchir. Le bruit de la poignée qui tournait brisa le silence. La porte s'ouvrit. Une fillette de 8 ans entra dans la pièce, sa main agrippant fermement l'ourlet de la blouse du travailleur social, alors que la femme marchait à ses côtés.
Elle était petite et mince, avec des cheveux noirs attachés en deux tresses lâches, et ses yeux, ceux que Conrad avait regardés chaque nuit dans ses souvenirs, ceux qu'il croyait s'être fermés pour toujours à l'intérieur de ce petit cercueil. Rosalie. Le cœur de Conrad sembla se refermer sur lui-même. Il voulait se lever, courir vers elle, la prendre dans ses bras, lui embrasser le front et lui dire que papa était là, qu'il l'avait trouvé, que tout irait bien maintenant. Mais alors il vit la façon dont elle le regardait, et tous ses espoirs s'évanouirent comme de la brume sous le soleil du matin. Il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux gris, aucune étincelle de mémoire, aucun frémissement de joie à voir quelqu'un de familier. Il n'y avait que la peur pure d'un enfant face à un étranger. Rosalie recula, s'éloignant et se cachant derrière le travailleur social, comme si elle cherchait une protection. Elle regarda Conrad comme s'il était une menace, un intrus entrant dans le petit monde qu'elle s'était construit. « On m'a dit que quelqu'un voulait me voir », dit Rosalie. Sa voix était aussi douce qu'un souffle, ses yeux ne quittant jamais Conrad. « Qui êtes-vous » Ces trois mots frappèrent en Conrad comme trois couteaux plantés droit dans son cœur. Il essaya de garder sa voix stable, mais chaque mot qui sortait tremblait comme des feuilles dans une tempête. « Tu ne te souviens pas de ton père » Rosalie cligna des yeux, la confusion évidente sur son jeune visage. Puis elle secoua la tête, ses yeux s'écarquillant de peur. « Je m'appelle Emma, je n'ai pas de père. » Ces 7 mots brisèrent complètement Conrad. Il s'était préparé à beaucoup de choses. Il s'était préparé à la possibilité que sa fille soit en colère contre lui, qu'elle le blâme, qu'elle le déteste même de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Mais il ne s'était pas préparé à cela. Sa fille n'était pas morte, mais elle ne se souvenait plus de qui il était. Il y a 3 ans, Rosalie n'avait que 5 ans. Combien de souvenirs un enfant de 5 ans peut-il vraiment conserver? Priscilla l'avait emmené, lui avait donné un autre nom, lui avait appris une autre vie, et dans cette nouvelle vie, il n'y avait pas de place pour un père nommé Conrad Ashford. Il regarda l'enfant se recroqueviller dans le coin de la pièce, et il comprit. Pour Rosalie, il n'était qu'un étranger effrayant, un homme s'immisçant dans la vie tranquille qu'elle connaissait. Il n'était pas papa. Il n'était personne du tout. Conrad voulait expliquer. Il voulait dire « Ma chérie, j'ai pleuré pour toi chaque nuit. J'ai écrit pour toi chaque jour. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas même une seconde. » Mais en regardant les yeux effrayés de Rosalie, en voyant la façon dont elle tremblait et essayait de s'éloigner de lui, il ne put se résoudre à le faire. Il ne pouvait pas forcer un enfant de 8 ans à se souvenir de ce qu'elle avait oublié. « Je suis désolé de t'avoir fait peur, » dit Conrad, sa voix comme un murmure venu d'un endroit lointain. Il recula, mettant plus de distance entre lui et sa fille. « Je ne te forcerai à rien. » Rosalie ne dit rien. Elle resta simplement là où elle était, les yeux fixés sur lui avec la méfiance d'un petit animal face à un chasseur. La rencontre se termina en silence. Il n'y eut pas d'étreinte, pas de larmes de retrouvailles, pas de voix criant « Papa !» Le mot que Conrad avait rêvé d'entendre pendant 3 ans. Il n'y eut qu'un silence lourd et une distance qui ne pouvait pas encore être franchie entre un père et l'enfant qui l'avait oublié. Conrad sortit de la pièce, les jambes lourdes comme du plomb. Il descendit le couloir, passa devant la fenêtre en verre où le travailleur social regardait toujours et s'arrêta dans un coin sombre où personne ne pouvait le voir clairement. Il s'adossa au mur, pencha son visage vers le plafond et sentit quelque chose d'humide glisser sur sa joue. Ruth attendait à l'autre bout du couloir, et dès qu'il vit son employeur sortir, il se figea. En 20 ans aux côtés de Conrad, Ruth n'avait jamais vu de larmes sur le visage de cet homme. Il avait vu Conrad affronter la mort sans un tremblement dans la main. Il avait vu Conrad recevoir la nouvelle de la mort de sa femme et de son enfant, et garder son expression froide comme la pierre devant la foule. Mais aujourd'hui, des larmes coulèrent sur le visage du plus puissant seigneur du crime de Chicago. « Chef !» Ruth s'approcha, sa voix basse et prudente. « Vous a-t-elle reconnu ?» Conrad secoua la tête sans le regarder, sa voix étranglée comme si une main invisible lui serrait la gorge. « Elle ne se souvient pas de moi. Elle ne se souvient pas. » Le silence se répandit dans le couloir. Ruth ne savait pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots qui pouvaient réconforter un père qui avait retrouvé son enfant, seulement pour le perdre d'une autre manière bien plus douloureuse. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda finalement Ruth, sa voix si douce qu'elle semblait craindre de briser le fragile silence. Conrad prit une profonde inspiration,
et essuya les larmes de son visage avec sa manche. Quand il se retourna pour regarder Ruth, ses yeux étaient toujours rouges, mais sa résolution était revenue. « Je reviendrai, dit-il, sa voix tremblante mais certaine. Demain et le jour d'après, et le jour d'après, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de moi, ou jusqu'à ce qu'elle apprenne à m'aimer depuis le début. » Ce soir-là, Conrad s'assit dans le bureau du manoir, le verre d'alcool sur le bureau, toujours intact. Il avait tout raconté à Jonah, du moment où la porte de la salle de visite s'était ouverte à l'instant où Rosalie s'était recroquevillée dans le coin, la peur dans les yeux. Le garçon était assis en face de lui, écoutant sans interruption, ses yeux bruns suivant chaque expression qui traversait le visage de Conrad. Quand Conrad eut fini, le silence s'installa dans la pièce pendant un long moment. Puis Jonah parla, sa voix calme et plus vieille que son âge. « Elle a peur de vous parce que vous êtes un homme adulte étrange, était. Un grand homme en costume chair est entré dans sa vie et a dit qu'il était son père. Elle n'a aucun souvenir de vous. Pour elle, vous n'êtes qu'un danger. » Conrad hocha la tête, la douleur toujours vive dans ses yeux. « Je sais, mais je ne sais pas quoi faire. » Jonah resta silencieux un moment, comme s'il y réfléchissait. Puis il parla. « Je suis différent. Je suis un enfant, moi aussi. Je pourrais aller au foyer d'accueil et personne ne se douterait de rien. Un gamin des rues qui vient demander des restes de nourriture, c'est normal. » Conrad le regarda, le front plissé. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je pourrais m'approcher d'elle, apprendre à la connaître. Lentement, elle commencera à me faire confiance, et alors je pourrais lui parler de vous, du père qui cherche sa fille. » Conrad secoua la tête immédiatement. « Non, je ne veux pas t'impliquer davantage. Tu as déjà fait assez pour moi. » Jonah regarda droit dans les yeux de Conrad, son regard brun stable et inébranlable. « Vous avez sauvé ma sœur. Mira est soignée dans le meilleur hôpital avec les meilleurs médecins, avec tout ce que je n'aurais jamais pu lui donner. C'est comme ça que je vous rembourse. » Conrad voulait refuser, mais en regardant les yeux déterminés de Jonah, il comprit que le garçon n'abandonnerait pas. Et au fond de lui, il savait que Jonah pourrait peut-être faire ce que lui ne pouvait pas. Dans les jours qui suivirent, Jonah se rendit régulièrement au foyer d'accueil. Il prenait le bus, portait de vieux vêtements pour ressembler à un enfant des rues ordinaires, et se présentait à la porte de derrière vers l'heure du déjeuner ou du dîner. Personne ne se douta de rien. Un garçon sans abri demandant de la nourriture était un spectacle quotidien dans des quartiers comme ceux-ci. Il observait Rosalie de loin, mémorisait chaque détail, puis revenait et rapportait tout à Conrad. Elle aime s'asseoir seule sous l'arbre dans le coin de la cour. Elle ne lâche jamais l'ours en peluche blanc. Elle le porte partout, même quand elle mange. Elle ne joue pas avec les autres enfants. Parfois, elle regarde vers le portail comme si elle attendait quelqu'un. Mais elle ne sait pas qui elle attend. Conrad écoutait, et son cœur se serrait quand il entendait parler de l'ours en peluche blanc, Boule de neige. Rosalie avait gardé Boule de neige pendant toutes ces années. Même si elle ne se souvenait plus de qui le lui avait donné, même si elle ne se souvenait plus des nuits où son père la tenait, elle et Boule de neige, en lisant des contes de fées, elle ne pouvait toujours pas le lâcher. C'était le dernier fil fragile qui la liait au passé. Une semaine plus tard, Jonah décida qu'il ferait plus que simplement observer. Il attendit que Rosalie soit assise seule sous l'arbre comme d'habitude, puis s'approcha et s'assit à côté d'elle sans dire un mot. Rosalie leva les yeux, ses yeux gris méfiants. « Qui es-tu? Que veux-tu? » Jonah ne la regarda pas. Il regarda simplement au loin. « Juste un gamin comme toi. Pas de maison, pas de parents. » Rosalie ne dit rien. Elle étudia l'étrange garçon pendant un moment. Jonah ne semblait pas menaçant. Il était mince, en vieux vêtements, les cheveux un peu en désordre, ressemblant beaucoup à ce qu'elle-même avait l'air quelques mois plus tôt à Sainte-Marie. Elle ne lui dit pas de partir, et c'est ainsi que tout commença. Dans les jours qui suivirent, Jonah revint encore et encore. Il s'asseyait à côté de Rosalie sous l'arbre. Parfois, ils échangeaient quelques mots. Parfois, ils restaient simplement assis en silence ensemble. Il lui parla de Mira, de sa petite sœur à l'hôpital qui réapprenait à parler, un mot à la fois. Rosalie écoutait et peu à peu, la prudence dans ses yeux commença à s'estomper. Les deux enfants avaient une plus en commun qu'aucun d'eux ne l'avait d'abord réalisé. Tous deux étaient orphelins. Tous deux étaient seuls. Tous deux avaient perdu leur mère. Rosalie lui parla de sa mère, de la femme aux cheveux bruns qui la tenait chaque nuit
et lui chantait des berceuses du jour où sa mère ne s'était plus réveillée et où elle avait été emmenée à l'orphelinat. Elle ne pleura pas en le racontant. Elle parlait d'une voix égale, comme si elle décrivait la vie de quelqu'un d'autre. Un après-midi, Jonah posa une question sur l'ours en peluche. « Qui t'a donné cet ours? Tu en prends tellement soin. » Rosalie baissa les yeux sur Boule de neige dans ses mains, ses doigts caressant la fourrure blanche, jaunie maintenant par le temps. « Je ne me souviens pas, je sais juste que je l'ai depuis très longtemps, d'avant que je puisse me souvenir de quoi que ce soit. Je ne peux pas dormir sans lui. C'est comme une partie de moi. » Jonah hocha la tête, et puis il commença lentement à lui raconter une histoire. « Je connais un homme, depuis 3 ans, il va dans un jardin chaque nuit. Il garde un bracelet en argent avec un nom gravé dessus. Rosalie. » Rosalie leva les yeux, clignant des paupières. « Rosalie? » « Oui, il garde aussi un ours en peluche blanc exactement comme le tien. Il écrit dans un journal pour sa fille tous les jours, même s'il pensait qu'elle était morte. Il a sauvé ma sœur, l'a fait entrer à l'hôpital, lui a obtenu un traitement. Ce n'est pas un homme méchant. » Rosalie écoutait, la curiosité remplaçant la peur dans ses yeux. « Qui est Rosalie? » Jonah se tourna pour la regarder, droit dans son regard interrogateur. « C'est peut-être toi avant que tu n'oublies. » Le silence s'étira entre eux. Rosalie serra fort Boule de neige contre sa poitrine, ses yeux tombant au sol, puis se levant vers le portail, puis retombant au sol. Quelque chose se passait dans son petit esprit, des pièces essayant de trouver un moyen de se reconnecter. « Cet homme, » dit Rosalie, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « C'était lui, celui qui est venu me voir avant? » Jonah hocha la tête. « S'il revient, j'aurai très peur, » murmura Rosalie. « Mais veux-tu savoir la vérité? » demanda doucement Jonah. « Veux-tu savoir qui est Rosalie et pourquoi tu as cet ours en peluche? » Rosalie resta silencieuse pendant un long moment, les yeux fixés sur rien, comme si elle cherchait des réponses dans des souvenirs qui s'étaient presque effacés. Puis elle fit un léger signe de tête, si petit que Jonah faillit le manquer. « La prochaine fois qu'il viendra, » Rosalie leva les yeux vers Jonah, sa voix tremblante, bien qu'elle ne contienne plus seulement de la peur. « Peux-tu rester ici avec moi? » À partir du jour où Jonah devint le pont entre eux, tout commença à changer. Conrad venait régulièrement au foyer d'accueil 2 ou 3 fois par semaine, ne manquant jamais une visite, peu importe à quel point son travail était exigeant. Et chaque fois qu'il arrivait, Jonah était déjà là, assis à côté de Rosalie comme un petit gardien, une assurance silencieuse qu'elle n'était pas seule face à cet homme étrange. Les 2 premières semaines furent encore difficiles. Rosalie ne se recroquevillait plus dans le coin de la pièce comme elle l'avait fait lors de cette première rencontre, mais elle gardait toujours une distance prudente. Elle s'asseyait à un bout de la table. Conrad s'asseyait à l'autre, et Jonah restait au milieu comme une douce barrière. Rosalie observait Conrad de loin, ses yeux toujours méfiants, mais la terreur pure avait commencé à s'estomper. Elle commença à l'étudier, notant la façon dont il parlait doucement à Jonah, comment il n'essayait jamais de se rapprocher avant qu'elle ne soit prête. Aux 3e et 4e semaines, il y eut de petits signes de progrès. Rosalie accepta de s'asseoir un peu plus près. Elle accepta les petits cadeaux que Conrad lui apportait, un biscuit au chocolat, un livre de contes de fées, une boîte de crayons de couleur et du papier à dessin. Elle ne disait pas merci, mais elle les prenait et les serrait fort dans ses mains. Et pour Conrad, cela seul ressemblait à une grande victoire. Aux 5e et 6e semaines, Rosalie commença à répondre aux questions simples de Conrad par de brèves réponses. « Quelle couleur préfères-tu? »« Le bleu. »« Qu'est-ce que tu aimes manger? »« De la glace à la fraise. »« Dors-tu bien? » Oui, les réponses étaient courtes, dépouillées d'émotion. Mais c'étaient des réponses. Rosalie ouvrait lentement une petite porte, permettant à Conrad d'entrer dans son monde, même si ce n'était que d'un seul pas. Puis un après-midi, tout changea. Rosalie était assise en face de Conrad, Boule de neige serrée dans ses bras comme toujours, avec Jonah à ses côtés. La salle de visite était calme, remplie seulement par le tic-tac régulier de l'horloge sur le mur. Rosalie leva les yeux vers Conrad, et son regard gris n'était plus rempli de peur, mais de questions. « Maman a dit que tu étais un homme méchant, » dit-elle, sa voix petite mais claire. « Maman avait très peur de toi. »« Es-tu méchant? » Conrad eut l'impression que quelqu'un l'avait frappé en pleine poitrine. C'était la question qu'il savait qu'elle poserait,
Et pourtant, il n'avait jamais pu préparer de réponse. Il regarda sa fille, regarda dans ses yeux qui attendaient la vérité, et sut qu'il ne pouvait pas mentir. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans le passé, dit-il, et mon erreur. Dit-il, sa voix lente et honnête. Je ne suis pas un homme parfait. J'ai vécu dans un monde que tu ne devrais jamais avoir à connaître. Rosalie ne le quitta pas des yeux. Pourquoi maman a-t-elle dû s'enfuir? Pourquoi m'a-t-elle emmené et a-t-elle changé mon nom? Conrad prit une profonde inspiration. Ta mère avait peur du monde dans lequel je vivais. Elle avait peur que si tu restais avec moi, tu serais entraîné dans ce monde aussi. Elle voulait te protéger de la seule manière qu'elle connaissait. Il fit une pause, baissant son regard sur ses mains avant de continuer. Je ne la blâme pas. Elle t'aimait et elle a fait ce qu'elle croyait être le mieux pour toi. Le silence tomba un instant. Puis Rosalie posa la question que Conrad craignait le plus. Que fais-tu dans la vie? Demanda-t-elle, les yeux fixés sur lui sans ciller. As-tu tué des gens? C'était une question de la bouche d'un enfant de 8 ans, mais elle atterrit avec le poids d'une montagne. Jonah, assis à côté d'elle, retint son souffle en attendant la réponse. Conrad resta immobile pendant un long moment. Il aurait pu mentir. Il aurait pu se détourner. Mais il s'était promis qu'il ne construirait jamais une relation avec sa fille sur une autre base de tromperie. J'ai vécu dans un monde sombre, dit-elle, chaque mot lourd de vérité. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Je ne mérite pas le pardon pour le passé. Puis il leva les yeux et regarda droit sa fille. Mais je change pour toi. Je ne te demande pas de pardonner ce que j'ai fait. Je te demande seulement de me donner une chance pour l'avenir. Une chance de devenir un meilleur père. Rosalie se tut, ses yeux tombant sur Boule de Neige sur ses genoux, ses petits doigts caressant la vieille fourrure blanche, comme si elle cherchait du réconfort auprès du seul compagnon qui était resté à ses côtés pendant toutes ces années. Je ne me souviens pas de quoi, dit finalement, sa voix tremblante. J'essaie, mais je ne me souviens pas. Je te regarde et je ne ressens rien de familier. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, dit Conrad, sa voix s'étranglant mais toujours chaleureuse. Je serai là tous les jours jusqu'à ce que tu sois prête. Je ne vais nulle part. Rosalie leva les yeux et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient retrouvés, elle regarda directement dans les yeux de Conrad sans peur. Dans ses yeux, il y avait maintenant de la curiosité, de la confusion et quelque chose de fragile comme la lumière. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Veux-tu vraiment que je revienne vers toi? » demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. « Même si je ne me souviens pas de toi, même si je t'ai appelé monsieur tout ce temps? » Conrad sentit les larmes lui monter aux yeux, mais il les retint. « Tu es la seule raison pour laquelle je suis resté en vie ces 3 dernières années, dit-il. Et chaque mot était la vérité la plus pure qu'il ait jamais prononcée. Quand je te croyais morte, je voulais mourir aussi. Mais chaque nuit, j'écrivais dans un journal pour toi, et c'est ce qui m'a maintenu en vie. Maintenant que je sais que tu es toujours là, je n'abandonnerai jamais. Jamais. Le silence emplit la pièce. Jonah était assis à côté d'eux sans parler, observant le père et la fille avec les yeux d'un enfant qui en avait déjà trop vu. Rosalie regarda Conrad pendant un long moment, puis baissa la tête et serra fort Boule de Neige. Et quand elle releva enfin son visage, quelque chose avait changé dans ses yeux gris. « Papa » murmura-t-elle. Juste un seul mot. Pourtant, il suffit à faire éclater le cœur de Conrad. Le murmure de papa de Rosalie changea Conrad d'une manière que même lui n'aurait jamais imaginée. À partir de ce jour, il commença à regarder son empire avec des yeux différents. C'était l'empire qu'il avait bâti au cours des 15 dernières années. Un empire de ténèbres et de pouvoirs cachés. L'empire même qui avait si profondément terrifié Priscilla qu'elle avait simulé sa propre mort pour y échapper. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait changer l'avenir. Pas à pas, Conrad commença à se retirer de ses opérations illégales. Il confia les affaires les plus sombres à des alliés de confiance, à la condition que son nom n'y soit plus lié. Il ferma les réseaux qu'il avait autrefois contrôlés. Il liquida les actifs dont l'origine ne pouvait être expliquée devant la loi. À leur place, il investit de l'argent dans des entreprises légitimes qu'il avait autrefois méprisées. L'immobilier dans les quartiers en pleine croissance de Chicago, une chaîne de restaurants raffinés servant la haute société de la ville, une société de transport avec une flotte légale de camions transportant des marchandises légales. Des choses ennuyeuses, des choses ordinaires,
Le genre de choses dont un père pourrait parler avec fierté quand sa fille lui demanderait ce qu'il fait dans la vie. Ruth fut le premier à remarquer le changement. Un après-midi, après que Conrad eut refusé un accord lucratif qu'il n'aurait pas hésité à prendre autrefois, Ruth se tint devant le bureau de son employeur, les yeux pleins de suspicion. Chef, je vous suis depuis 20 ans. Je sais quel genre d'homme vous êtes, mais dernièrement, que faites-vous? Vous abandonnez tout ce que vous avez construit. Conrad leva son regard vers Ruth, son expression calme mais inébranlable. Je deviens le genre de père que ma fille mérite, le genre d'homme qu'elle peut être fière d'appeler père. Ruth resta silencieux un moment, comme s'il essayait d'absorber ce qu'il venait d'entendre. Puis il fit un lent signe de tête, ne dit rien de plus et quitta la pièce. Mais Conrad ne s'arrêta pas à simplement s'éloigner des ténèbres. Il voulait faire quelque chose de bien, quelque chose qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, réparer le mal qu'il avait causé. Il fonda une organisation caritative pour les enfants perdus dans le système de placement familial. Des enfants comme Rosalie, comme Jonah, comme Mara. Des enfants engloutis par les failles de la bureaucratie, oubliés dans des foyers d'accueil qui avaient trop peu à donner, privés de la chance d'appartenir à une famille. Il nomma la Fondation Rosalie. Les rumeurs se répandirent dans le milieu de Chicago aussi vite qu'un feu sur de l'herbe sèche. Conrad Ashford s'adoucissait. Le plus puissant seigneur du crime de la ville se retirait. Certains y virent une faiblesse. Certains pensèrent que c'était une occasion de prendre sa place. Quelques hommes téméraires testèrent le changement, envoyant des provocations discrètes, des menaces voilées, de petits défis destinés à voir jusqu'où ils pouvaient aller. Conrad répondit en leur rappelant qu'il était toujours Conrad Ashford. Il changeait peut-être, mais il n'était pas devenu faible. Le pouvoir et l'influence qu'il avait accumulés pendant 15 ans ne s'évanouissaient pas simplement parce qu'il avait choisi une autre voie. Les hommes téméraires apprirent rapidement leur leçon et se retirèrent. Personne n'osa le toucher, ni les choses qu'il protégeait. Parallèlement au changement dans son empire, Conrad commença à changer sa maison également. Il prit officiellement la responsabilité de Jonah et Mara, non pas en les adoptant sur le papier, mais en donnant sa parole qu'il s'occuperait d'eux comme de sa famille. Les deux enfants emménagèrent dans une aile du manoir avec leur propre chambre, leur propre lit et toutes les choses dont ils n'avaient jamais osé rêver en vivant sous le pont. Mara se remettait bien après son opération. Les séances de thérapie psychologique l'aidèrent lentement à s'ouvrir de nouveau au monde. Et un jour, elle prononça son premier mot après 4 ans de silence. « Jonah », dit-elle, le nom de son frère, sa voix encore maladroite, mais claire. Jonah avait pleuré en l'entendant le dire. C'était la première fois que Conrad voyait le garçon pleurer. Jonah lui-même changeait également. Il fréquentait maintenant une vraie école, avec un uniforme propre, de nouveaux livres et des amis de son âge avec qui jouer et étudier. Il n'avait plus à s'inquiéter de savoir d'où viendrait le prochain repas. Il n'avait plus à veiller sur Mara chaque nuit froide sous le pont. Pour la première fois de sa vie, il était autorisé à être un enfant ordinaire avec des rêves ordinaires. Un soir, Ruth se tenait dans le bureau de Conrad et regardait son employeur parcourir les photographies de Rosalie de leur visite supervisée. « Je vous suis depuis 20 ans, dit Ruth, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant. Peut-être un nouveau genre de respect. Je vous ai vu dans vos pires moments. Je vous ai vu faire des choses que d'autres hommes n'oseraient même pas imaginer. Mais jamais, pas une seule fois, je ne vous ai vu comme ça. » Conrad leva les yeux, son visage calme. Mais il y avait une chaleur que Ruth n'avait jamais vue auparavant. « Parce que je n'ai jamais eu de raison de changer, dit-il. Maintenant, j'en ai une. Ma fille m'a donné cette raison. » Quelques semaines plus tard, le téléphone de Conrad vibra. Son avocat était à l'autre bout du fil, et Conrad pouvait entendre l'excitation dans la voix de l'homme. « Monsieur Ashford, j'ai de bonnes nouvelles. Le tribunal a examiné votre cas. Les changements dans vos affaires ont été notés. La Fondation Rosalie a fait une très bonne impression sur le conseil de surveillance. Le travailleur social a également soumis un rapport positif sur la relation entre vous et l'enfant. » Conrad retint son souffle et attendit. « On vous a accordé la permission de la ramener à la maison pour quelques heures. C'est la première étape avant que le tribunal n'envisage la garde complète. Si les choses continuent à bien se passer, vous serez bientôt réunis avec votre fille. »
Conrad mit fin à l'appel, posa le téléphone sur le bureau et resta assis un long moment. Puis il se leva, sortit du bureau et se rendit directement à la chambre qu'il avait gardée fermée à clé pendant 3 ans, la chambre de Rosalie. Il ouvrit la porte et regarda la chambre rose et blanche qu'il avait gardée exactement comme elle était depuis le jour de sa disparition. Maintenant, il allait préparer cette chambre à nouveau, non pas comme un sanctuaire à la mémoire, mais comme un foyer pour l'avenir. Sa fille rentrait à la maison. La voiture s'arrêta devant les hauts portails d'enfer, et Rosalie regarda par la fenêtre avec des yeux si grands qu'ils semblèrent sur le point de sortir de son visage. Le manoir de Conrad se dressait devant elle comme un château de conte de fées, avec de hauts murs de pierre grise, des tuiles de toit rouge foncé et un immense jardin s'étendant devant. Elle n'avait jamais vu une maison aussi grande. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle y entrerait un jour. Jonah était assis à côté de Rosalie, sa main tenant légèrement la sienne en signe d'encouragement silencieux. Il était venu ici de nombreuses fois maintenant, s'était habitué à ce genre de luxe, mais il comprenait que pour Rosalie, c'était un monde totalement étranger. Les portails s'ouvrirent et la voiture descendit de l'allée en pierre vers l'entrée principale. Conrad sortit du siège du conducteur et ouvrit la porte de Rosalie avec le doux sourire qu'il avait pratiqué pendant tant de jours. Il ne voulait l'effrayer avec rien, pas même avec la force de sa propre excitation. « Bienvenue à la maison », dit-il, sa voix douce, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. Rosalie sortit de la voiture, ses yeux parcourant toujours tout avec étonnement. Conrad la guida à travers la maison, lui montrant le grand salon avec ses canapés en velours rouge et sa cheminée en marbre. Puis le jardin arrière avec son petit étang à carpe-koi et la balançoire suspendue sous les branches d'un vieil arbre. Puis la salle à manger avec sa longue table en bois qui pouvait accueillir 20 personnes. Rosalie resta silencieuse pendant toute la visite, ses yeux gris absorbant tout, mais n'offrant aucun commentaire. Elle n'était pas encore habituée à une telle splendeur, et Conrad pouvait voir qu'elle essayait de donner un sens à tout cela. Il ne la pressa pas de parler ou de ressentir quoi que ce soit. Il resta simplement à ses côtés et attendit avec un espoir patient. « Je vais préparer un repas léger », dit Conrad quand ils retournèrent au salon. « Vous pouvez rester ici et jouer avec Jonah et Mira. » « D'accord. » Rosalie hocha la tête et s'assit sur le canapé à côté de Junard. Pendant que Mayra était par terre à dessiner avec sa nouvelle boîte de crayons de couleur, Conrad alla dans la cuisine et commença à préparer des choses simples qu'il se souvenait que Rosalie aimait il y a 3 ans. Quelques minutes plus tard, Rosalie se leva. « Puis-je utiliser la salle de bain ?» demanda-t-elle doucement, et Conrad lui indiqua celle au bout du couloir à gauche. Mais le manoir était trop grand et le couloir trop long. Rosalie passa une porte, puis une autre, et le temps qu'elle réalise qu'elle était perdue, elle se tenait devant une porte entr'ouverte à l'autre bout du couloir, à droite. La lumière filtrait par l'ouverture étroite, l'attirant comme une invitation silencieuse. Rosalie poussa la porte et entra. C'était le bureau de Conrad, mais il était beaucoup plus simple que tout ce qu'elle avait imaginé pour la chambre d'un homme riche. Un bureau en bois sombre, un fauteuil en cuir, une bibliothèque le long du mur, et sur le bureau se trouvait une vieille boîte en bois avec le couvercle légèrement ouvert. La curiosité d'un enfant de 8 ans était plus forte que son hésitation. Rosalie s'approcha et souleva le couvercle avec sa petite main. À l'intérieur, elle vit un minuscule bracelet en argent, assez petit pour le poignet d'un nouveau-né, avec un nom gravé en lettres délicates, Rosalie. Elle le ramassa, ses doigts traçant les lettres gravées, une par une. Sous le bracelet se trouvait un ours en peluche blanc, exactement comme son boule de neige, mais plus neuf, plus propre, comme s'il n'avait jamais été tenu. Puis il y avait de vieilles photographies, jaunies par le temps, une fillette de 5 ans souriant de toutes ses dents, des cheveux noirs attachés en 2 tresses, un ours en peluche blanc serré dans ses bras. Les yeux gris de la petite fille sur la photographie regardaient droit à Rosalie, et un frisson parcourut son échine. C'était elle. C'était elle, avant qu'elle n'ait tout oublié. Et tout au fond de la boîte se trouvait un épais journal avec une couverture en cuir usée par les contacts répétés. Rosalie souleva le journal et sentit son poids dans ses mains. Elle l'ouvrit et la première ligne lui sauta aux yeux. Jour 1. Ma fille, si par miracle tu lis un jour ces mots, je veux que tu saches une chose. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger. Je t'ai laissé partir et je n'ai rien pu faire. Rosalie tourna la page suivante, puis la suivante.
Jour 100, je vais toujours au jardin chaque nuit. J'amène Boule de neige avec moi, l'ours en peluche que tu aimais. Je te raconte ma journée, même si je sais que tu ne peux pas m'entendre. Mais je te le dis quand même parce que c'est la seule façon que je connaisse encore de te parler. Jour 365, 1 an. J'écris toujours chaque jour parce que j'ai peur que si j'arrête d'écrire, j'oublierai le son de ta voix. J'ai peur qu'un jour je ne me souvienne plus de la façon dont tu riais, dont tu pleurais, dont tu m'appelais. Je ne peux pas laisser ça arriver. Jour 500. Aujourd'hui, j'ai cru te voir dans la rue. Une petite fille aux cheveux noirs tenant la main de sa mère devant un magasin de jouets. J'ai couru après elle, mais quand j'ai vu son visage, ce n'était pas toi. J'ai pleuré devant des inconnus. Je suis désolé. Jour 1000. Je ne sais pas si quelqu'un lira un jour ces mots. Peut-être que personne ne le fera jamais. Peut-être que ce journal sera enterré avec moi quand je mourrai. Mais j'écris toujours parce que c'est la seule façon que j'ai de te parler. C'est la seule façon que j'ai de sentir que tu es près de moi. Jour 1095. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as 8 ans maintenant. J'aimerais pouvoir te serrer dans mes bras une fois de plus. Juste une fois. J'échangerai tout ce que j'ai pour une chance de plus de te tenir. Les larmes de Rosalie tombèrent sur la page, brouillant l'encre des mots manuscrits. 1095 jours, 3 ans, une ligne chaque jour. Pas un seul jour manqué. Elle serra le journal contre sa poitrine, puis se retourna et sortit en courant de la pièce. Elle courut dans le couloir, passa devant le salon où Jonah et Mira levèrent les yeux avec surprise et se précipita directement dans la cuisine. Conrad se tenait devant la cuisinière, le dos à la porte. Quand il entendit les pas et se retourna, il vit sa fille debout là, les yeux gris brillants de larmes, le journal serré dans ses bras, le journal même dans lequel il avait écrit pendant 3 longues années. « Ma chérie », s'étrangla-t-il, ne sachant que dire d'autre. Rosalie courut vers lui et se jeta dans ses bras avec une telle force qu'il faillit perdre l'équilibre. Elle le serra fort, son visage enfoui contre sa poitrine, ses larmes trempant sa chemise. « Tu m'as écrit tous les jours. » Sa voix tremblait, se brisant en sanglots. « Pendant 3 ans, même quand tu pensais que j'étais morte, même quand personne ne lisait. » Conrad enlaça sa fille et la serra aussi fort que s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait un jour. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait que hocher la tête. Et les larmes qu'il avait retenues si longtemps glissèrent enfin sur son visage. « Je suis désolé, » pleura Rosalie contre la poitrine de son père. « Je ne me souviens pas de toi. J'ai essayé, mais je ne me souvenais pas. Mais je veux me souvenir. Je veux me souvenir de tout. Me raconteras-tu l'avant? Quand j'étais petite, tous les jours que j'ai oubliés. » Conrad la serra encore plus fort, sentant la chaleur de son petit corps dans ses bras, sentant le battement de son cœur contre le sien. « Je te raconterai, » murmura-t-il, sa voix rauque de larmes. « Un jour à la fois, toute ma vie. S'il le faut, je te raconterai tout. » Et là, dans la chaleur de la cuisine, le père et la fille se retrouvèrent enfin. Pas par de longues explications, pas par des preuves légales, mais par 1095 lignes écrites dans l'obscurité de la nuit, pendant que le monde entier dormait, et qu'un père restait éveillé, écrivant des lettres à l'enfant qu'il croyait avoir perdu pour toujours. 6 mois plus tard, le manoir Ashford n'était plus aussi silencieux qu'une tombe. Des rires d'enfants flottaient dans le jardin arrière, brisant la lourdeur sombre qui avait pesé sur l'endroit pendant 3 longues années. Ce qui n'avait autrefois contenu que des ombres et les larmes d'un homme assis seul dans son chagrin, était maintenant rempli de soleil et de joie. Rosalie courait sur la pelouse verte et luxuriante, ses cheveux noirs volant au vent, ses bras enroulés autour de 2 ours en peluche boule de neige, un vieux et un neuf. Elle était officiellement rentrée à la maison pour vivre avec son père après que le tribunal eut approuvé sa garde. Sa chambre avait été entièrement redécorée en rose et blanc, les couleurs mêmes qu'elle avait choisies lorsque Conrad lui avait demandé à quoi elle voulait que sa chambre ressemble. Chaque soir avant de dormir, Conrad s'asseyait près du lit de sa fille, ouvrait le vieux journal et lisait une page à Rosalie. Il lui racontait les jours qui avaient été les leurs, les souvenirs qu'elle avait perdus, la première fois que Rosalie avait appris à marcher et était tombée dans les bras de son père, son 3e anniversaire où elle avait insisté pour manger du gâteau à la fraise jusqu'à en avoir partout sur le visage, les nuits où il lui chantait une berceuse sur la lune.
Et peu à peu, Rosalie commença à se souvenir. Un petit morceau à la fois, un moment à la fois. Un matin, elle descendit les escaliers en courant, les yeux brillants. « Papa, je me suis souvenu de quelque chose, » s'écria-t-elle. « Je me suis souvenu que tu me chantais une chanson. La chanson sur la lune. Je m'en souviens maintenant. » Conrad regarda sa fille et pour la première fois en 3 ans, il sourit. Un vrai sourire, non forcé, non assombri par une douleur cachée. « Tu te souviens, dit-il, sa voix épaisse de bonheur. Jonah et Mira vivaient également au manoir, sous la garde de Conrad en tant que membre de la famille. Mira s'était bien remise après des mois de thérapie. Elle avait commencé à parler davantage, un mot à la fois, lentement mais clairement. La première phrase complète qu'elle prononça ne fut pas « maman » ou « papa », mais « frère Jonah ». En entendant sa sœur l'appeler par son nom, Jonah détourna le visage pour cacher ses larmes. Jonah lui-même était devenu un garçon très différent. Il allait maintenant dans une vraie école, avec un uniforme propre, de nouveaux livres et des enfants de son âge avec qui jouer et étudier. Il n'avait plus à s'inquiéter de savoir d'où viendrait le prochain repas ou de veiller sur sa sœur chaque nuit froide sous le pont. Pour la première fois de sa vie, il était autorisé à être un enfant ordinaire avec des rêves ordinaires. Mais Jonah n'oublia pas. Il se souvenait encore des autres enfants sous l'autoroute 90, et Conrad aussi. Dex, Penny et les autres avaient été placés dans de meilleurs foyers d'accueil grâce à la fondation caritative nommée Rosalie. La fondation suivait chaque enfant et soutenait chacun d'eux, s'assurant qu'ils ne seraient pas oubliés dans le système. Grand-mère Margaret était également souvent invitée à visiter le manoir. Elle et Conrad avaient fait la paix, non pas par de longues excuses ou des disputes amères sur le passé, mais en aimant Rosalie ensemble. Chaque fois qu'elle voyait sa petite fille rire dans le jardin, elle savait qu'elle avait eu raison de ne pas se mettre en travers du chemin de Conrad quand il était venu chercher son enfant. Ruth resta aux côtés de Conrad, tout comme il l'avait fait pendant 20 ans. Mais son rôle avait changé. Il n'était plus le bras droit d'un empire sombre. Il était maintenant le directeur d'un empire qui entrait lentement dans la lumière, avec des entreprises légitimes et une fondation caritative de plus en plus forte. Un soir, après que les enfants se soient endormis et que la maison soit devenue silencieuse, Conrad s'assit dans son bureau et ouvrit le journal familier. Il tourna à une nouvelle page, jour 1280, et commença à écrire. Jour 1280. Aujourd'hui était un jour ordinaire. Rosalie est rentrée de l'école et m'a parlé d'une nouvelle amie dans sa classe. Jonah a aidé Mira avec ses devoirs de mathématiques. Ruth a fait des spaghettis pour le dîner, ceux que les enfants adorent. Rien d'extraordinaire ne s'est produit. Mais ça, ma fille, c'est la chose la plus extraordinaire de toutes. Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus peur de rentrer à la maison. Parce que maintenant, la maison a des rires. Elle a une famille. Elle a des gens que j'aime et qui m'aiment en retour. Ma fille, merci de m'avoir donné une seconde chance. Merci d'avoir pardonné à un père imparfait. Je promets que je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter ce pardon. Le bruit de petits pas vint de l'extérieur de la porte. Conrad leva les yeux et vit Rosalie debout dans l'embrasure de la porte du bureau, les cheveux encore humides de son bain, vêtue d'un pyjama rose couvert de petites étoiles. « Papa, tu écris dans ton journal ?» demanda-t-elle, penchant la tête avec curiosité. Conrad hocha la tête avec un doux sourire. « Une habitude que je ne veux pas perdre. Même si je peux te parler directement maintenant, je veux toujours tout écrire pour qu'un jour, quand tu seras plus grande, tu puisses le lire et savoir à quel point je t'ai aimé chaque jour. » Rosalie courut vers lui, enroula ses bras autour de son cou par derrière et posa son visage contre son épaule. « Je t'aime, papa. » 3 mots simples. 3 mots que Conrad avait cru ne plus jamais entendre des lèvres de sa fille. 3 mots ayant le pouvoir de guérir chaque blessure, d'effacer chaque longue nuit solitaire et de transformer un chef de la mafia froid en le père le plus ordinaire du monde. Conrad ferma les yeux et posa sa main sur le petit bras de sa fille, sentant sa chaleur et le battement régulier de son petit cœur. « Je t'aime aussi, plus que tout au monde. » Dehors, la fenêtre donnait sur le jardin qui brillait sous des guirlandes de petites lumières. L'endroit qui avait été un coin sombre où Conrad s'asseyait seul et pleurait chaque nuit était devenu l'endroit où les enfants jouaient chaque après-midi. L'endroit qui n'avait autrefois contenu que de la douleur et de la solitude débordait maintenant de rire et de bonheur.
La famille, ce n'est pas quelque chose construit uniquement par le sang, mais par les gens qui choisissent de ne pas abandonner les uns les autres. Par 1095 lignes écrites dans l'obscurité de la nuit, par un garçon des rues qui a tout risqué pour porter une étincelle d'espoir, par une petite fille qui a appris à aimer le père qu'elle ne se souvenait plus, et par un homme qui a choisi de changer toute sa vie pour l'amour de sa fille. Ils se sont retrouvés, non pas grâce à un miracle, non pas parce que le destin l'avait écrit ainsi, mais parce que certaines personnes n'ont jamais cessé de chercher et n'ont jamais cessé d'aimer. C'est ici que l'histoire de Conrad et Rosalie se termine. Le plus puissant chef de la mafia de Chicago a retrouvé sa fille après 3 ans à la croire perdue pour toujours. Un garçon des rues qui avait vécu sous un pont a trouvé le foyer et la famille dont il n'avait jamais osé rêver. Et une petite fille perdue dans le système de placement familial s'est retrouvée elle-même et a retrouvé le père que la mémoire avait effacé. Mais plus qu'une histoire de retrouvailles, c'est une histoire de transformation. Une histoire sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour devenir quelqu'un de meilleur. Une histoire sur des pages de journal écrites dans le noir quand personne ne regarde. Quand le monde entier s'est déjà endormi. Une histoire sur l'amour d'un père qui peut traverser même la mort, même l'oubli. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Nous aimerions vraiment savoir ce qui agite vos cœurs. S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos pensées avec nous. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez appuyer sur le bouton j'aime pour nous soutenir afin que nous puissions continuer à créer des histoires significatives. Veuillez partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez afin que le message d'amour familial puisse se propager plus loin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire émouvante chaque jour. Nous vous remercions sincèrement d'être restés avec nous jusqu'au dernier moment. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix aux côtés des personnes que vous aimez le plus. Au revoir et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.